Vu l'intérêt que les banques ou que certaines personnes ont pour garder le système tel qu'il est maintenant, je me dis, mais comment est-ce que je peux créer une banque comme tel que vous un système que vous proposez là maintenant? Je me dis, si je veux créer ça, ben on va me dire, écoutez, si vous voulez faire une banque, vous devez respecter les normes de la banque centrale, un truc pareil. Je ne peux pas respecter leurs normes, mais je veux créer une banque quand même. Il faut quoi, que je balance des pavés sur la tête? Et donc je me dis, est-ce que c'est pas plus facile de créer? J'ai compris. Merci, hein, c'est très clair votre question. Je raccourcis les questions quelquefois puisqu'on n'a pas un, d'accord? Oui, tout à fait. Le système actuel ne permet pas de faire ça. Hein. Pour créer une banque, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, c'est très, très, très difficile. Vous avez une banque comme la Nef, par exemple, qui n'a pas pu encore avoir... hein. Donc... Tout à fait. En Belgique, c'est très, très difficile aussi. Oui. Donc, et voilà, c'est un peu verrouillé aussi, hein, par des normes... pour nous protéger, bien sûr. Hein, mais, hein. Et moi, je ne crois pas au grand soir, je ne crois pas non plus au pavé qu'on jetterait dans la vitrine d'une banque. Hein. Je ne pense pas qu'on avancerait de cette façon-là, et je ne pense pas qu'un jour, il y aura le grand soir, et ça y est, tout à coup, on va pouvoir le faire. Hein. Je crois plutôt qu'il est nécessaire que nous apprenions à faire. Et pour cela, il faut qu'il y ait des espaces d'expérimentation. Et ce qui manque aujourd'hui beaucoup, c'est le droit à l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on puisse dire, bon, ben là, on a une situation qui est bloquée, il y a des citoyens qui veulent faire autrement, ils ont un projet, ils se sont préparés pour quelque chose, il faut, même si ça déroge à la législation actuelle, que ça respecte bien sûr... des principes constitutionnels. Hein. Il ne s'agit pas de rentrer dans n'importe quoi, mais si on est dans le cadre de ce qui est du domaine acceptable, hein, qu'on dise, même si ça déroge, on autorise une expérience, par exemple, pendant 5 ans. Et on évalue au bout de 5 ans. Mais aussi, il est nécessaire que si on donne un droit d'expérimenter, il faut donner aussi les moyens d'expérimenter. Donc il est nécessaire aussi qu'on dise, ben voilà, on dégage des fonds publics pour que cette expérimentation puisse avoir lieu. Ça veut dire qu'il faudrait que les citoyens aient la possibilité de dire, ben voilà, nous sommes un certain nombre de citoyens, c'est pas 3 ou 4, hein. Il y a 1000, 2000, 3000, 5000 citoyens, il faudrait déterminer un nombre, hein, se mettre d'accord, qui veulent lancer cette expérimentation. Et trouver un moyen que ça puisse être possible. Alors, en Suisse, par exemple, il y a la possibilité on pourrait lancer une initiative populaire en Suisse pour introduire dans la Constitution ce droit à l'expérimentation. Parce que le peuple peut proposer des lois. En France, en Belgique, c'est pas possible. Donc la première chose qu'il faudrait, c'est se doter de ce que j'appelle le minimum vital de la démocratie, c'est-à-dire la démocratie directe, hein, qui comprend 2 droits. Le droit de référendum, c'est-à-dire de s'opposer à une loi, de demander une votation populaire pour une loi votée par le Parlement, et dans l'autre sens, le droit d'initiative populaire, c'est-à-dire le droit de proposer des lois. Ça, c'est vraiment, pour moi, le point de départ. Et sur cette base-là, alors on pourrait proposer le droit à l'expérimentation et on pourrait aller plus loin pour proposer même que, expérimentalement, puissent se mettre en place les 3 types d'organisations monétaires que j'ai rapidement décrits. Voilà. Ouais. 2, 3... Madame, monsieur. Moi, je voulais seulement remarquer que vous avez parlé au conditionnel, beaucoup. Quelle est la condition? La condition de quoi? De réaliser tout ce que vous avez parlé. Ah oui, la condition... Cette condition, moi, je ne l'ai pas entendue et je ne vois vraiment pas ce que je veux faire. Oui, la condition, c'est que nous commencions par obtenir les droits dont je viens de parler.
Hein. C'est autant faire la révolution, hein, Oui, mais on peut le faire, on peut le faire gentiment. Hein. C'est-à-dire, on peut répandre, par exemple, développer l'idée de la démocratie directe dans un pays pour le réclamer. Aujourd'hui, les gouvernements sont en panne. Et ils le seront de plus en plus. C'est, je pense, un moment très très favorable pour proposer des choses comme ça. Et ça peut paraître surprenant parce que d'un autre côté, on voit, et on va le voir avec les élections dimanche en France, on voit les nationalismes, les tendances à refermer ce champ de liberté qui est en train de s'ouvrir dans la société civile. On voit qu'il y a des reprises en main avec aussi les pouvoirs spéciaux qui sont donnés, les états d'urgence, etc., qui veulent être inscrits, par exemple, dans la Constitution française. Hein, et ça viendra en Belgique aussi. Hein. Donc ça veut dire qu'on a, on a d'un côté une tendance à la fermeture. Et pourquoi y a-t-il cette tendance? C'est parce que d'un autre côté, il y a une volonté de changement très très grande. Il y a un besoin de changement énorme. Seulement les gouvernements ne savent pas comment faire. Ils n'ont pas le mode d'emploi parce qu'ils fonctionnent sur des modes anciens où ils ont des intérêts électoraux, etc. Voilà, c'est ce que... Bien sûr, bien sûr. Hein. Oui, oui. Les lobbies sont extrêmement puissants et le financement d'une campagne électorale se fait grâce à l'argent des lobbies. Donc, on connaît la musique. Hein. Aujourd'hui, il faut, je crois, se baser sur les forces vives qui sont en train de naître. Et le sens de responsabilité. Tout à fait. Pour avoir une certaine autonomie, bien sûr, correspond à une forme d'étocratie, comme dans certaines petites sociétés, ça existe maintenant. Tout à on fait. fonctionne avec la responsabilité de chacun qui s'y engage, oui. Et qui sont considérés chacun à leur place comme petits indépendants. Ils ont tous leur droit à faire fonctionner l'entreprise sur base d'une de bonnes valeurs. Oui. Je prends juste, et là je propose quand même de prendre 3 questions, si je peux, monsieur et monsieur là derrière. Oui. Tout d'abord, et puis on note vite fait que c'est... Dans le cadre du débat contradictoire pour les monnaies locales, pour la localisation de l'économie, il faut quand même tenir compte de la monnaie locale. Il y a quand même une question éducative aussi qui guide par la monnaie locale les gens vers l'équitable et le durable. Et donc il y a un rôle éducatif qu'il n'y aurait pas dans l'économie basique. Vous voulez dire que... Oui, j'ai une sous-question. Je vous la posez juste après. Oui. J'ai besoin d'une précision. Est-ce que vous voulez dire que pour pouvoir être éthique, on a besoin de la monnaie locale? C'est-à-dire, c'est une question éducative. Je veux dire. On va guider des gens qui ne sont pas au départ attirés par une économie, par des biens durables, équitables. Par exemple, quand on crée un réseau de monnaie locale, chaque commerçant qui participe, petit agriculteur, peu importe, va attraper sa contribution personnelle. Ça veut dire qu'à partir du moment où je paye en monnaie locale, enfin nous c'est comme ça qu'on l'envisage dans notre évolution. Chaque commerçant qui arrive, voilà, moi on paye en monnaie locale, je donne un petit plus. Ce petit plus va attirer forcément d'autres gens qui n'auraient pas été vers ce type de produit. Et vont rendre ces produits aussi concurrentiels par rapport à l'économie de base. Oui, il faudrait regarder la chose vraiment en détail et se demander surtout, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de le faire? Oui. Deuxième chose, quand vous avez dit que, bon, on échange la monnaie locale contre des euros, forcément, les euros, il faut les mettre quelque chose. Quelque part. On peut imaginer qu'ils soient donc placés dans des placements équitables, durables. Mais on peut aussi imaginer que localement, avec une partie de cet argent-là, on fasse de la microfinance. C'est-à-dire que localement, on permette à un jeune maraîcher de se lancer. Donc là aussi, il y a un rôle qui au départ, n'est pas possible. Mais il faudrait se demander pourquoi il n'est pas possible. C'est pourquoi est-ce que
pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à mobiliser l'argent nécessaire pour qu'un maraîcher puisse s'installer? Moi, j'ai un exemple que j'ai vécu dans le sud-ouest de la France, où j'étais appelé pour faire des conférences dans un cadre bien particulier, parce qu'un couple d'agriculteurs avait besoin de 50 000 € pour pouvoir acheter des machines. Une somme déjà un peu conséquente. Hein. Et ils en ont parlé comme ça à quelqu'un sur le marché, à leur stand. Et puis, cette personne lui a dit, mais pourquoi tu ne fais pas appel à tes clients? Ces 50 000, je suis sûr que tu vas les trouver tout de suite. Et effectivement, en une semaine, ils étaient là. Et ce qu'a fait ce couple d'agriculteurs, c'est que chaque année, il réunissait ceux à qui il avait emprunté. Il y avait une centaine de personnes, et il invitait quelqu'un comme moi. Je suis venu 3 fois sur les 5 ans, je suis venu 3 fois pour faire une conférence et discuter de certaines questions avec eux. Et l'après-midi, il y avait des échanges entre ces gens qui étaient des prêteurs et les emprunteurs. Et ce qui est né à cet endroit, à ce moment-là, c'était absolument magnifique. Moi, j'étais en extase devant ce qui émanait de cette, comme humanité de cette assemblée, et ça se faisait en euros. Hein. Donc, je pense qu'on peut trouver des façons de faire du financement. Regardons toujours où est le besoin. Si le besoin est un besoin de financement, traitons-le comme du financement. Hein. Vous aviez une deuxième question ou... Non, c'est ça. Il y a Merci. 2 questions ici. Ouais, ici. Vous avez parlé à un moment de l'homme qui est aliéné quand il vend sa force de travail. Je n'ai pas bien compris, parce qu'il doit vendre normalement sa production. Là, il vend sa force de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez historiquement comment ça s'est passé, quand un artisan, un cordonnier par exemple, faisait des souliers ou les réparait, ce qu'il vendait, c'était ça. Il ne se vendait pas lui-même. Le moment où on a industrialisé ces choses-là, eh bien, celui qui était avant artisan, il est devenu prolétaire, lui ou son fils, hein, peu importe. Hein, mais il est devenu prolétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il allait vers l'entreprise avec rien. Et il devait se vendre lui-même. Il y avait du boulot pour la journée, il était engagé. Il n'y avait pas de boulot pour la journée, tu reviendras demain. Hein, vous comprenez? Et c'est comme ça qu'est né le marché du travail. Hein. Hein. Monsieur? Moi, je vous rejoins tout à fait sur les monnaies locales que je ne crois pas. Parce qu'il n'y a pas, pour ma part, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de local dans les monnaies locales, vu la circulation des marchandises, des produits manufacturés qui sont dominantes en termes de portion, de proportion de valeur, même à l'échelle d'un village et quoi. Il n'y a pas grand-chose qui est produit localement. Donc, est local, les personnes qui travaillent avec ces monnaies locales, mais sinon au niveau des marchandises qui transitent, à part le secteur agricole dont on parle beaucoup, mais qui est quand même finalement une part, oui. Dans la sphère des besoins qu'on a au jour le jour, en tout cas en termes de valeur pensée au jour le jour. Et ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai un peu difficile par rapport à ce dont vous parlez, par rapport à 2 secteurs qui devraient être pris en particulier comme étant des sources potentielles de main-d'œuvre à venir vers lesquelles on devrait se rediriger, donc l'économie non marchande, l'agricole. Pour ma part, j'ai pas l'impression qu'ils sont des secteurs à différencier du reste, du panel complet du reste des secteurs de l'économie. Parce que peut-être qu'on a tendance à valoriser très fort idéologiquement l'agriculture, qu'on a tendance peut-être à fort valoriser le non-marchand. Mais pourquoi on ne pourrait pas valoriser
idéologiquement, politiquement, exactement de la même façon tous les processus manufacturés, tous les processus industriels, essayer de les désindustrialiser si on a envie. Pourquoi il n'y aurait que dans l'agriculture qu'on doit désindustrialiser les processus et pas dans tous les secteurs de l'économie? J'ai l'impression que cette oui, j'ai compris. Une meilleure arborescence. Une meilleure arborescence de la loi. Oui, oui. Alors, je n'ai en tous les cas pas voulu dire qu'une chose avait plus de valeur qu'une autre chose. Hein. Si on jugeait qu'il fallait désindustrialiser, il faudrait voir pourquoi et il faudrait le fonder économiquement. Hein. J'essaye toujours, en toute chose, d'avoir, si je regarde les choses du point de vue économique, d'avoir un raisonnement économique. Et je pense qu'à partir de là, on peut découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Si j'arrive à la conclusion qu'il faut plus de monde dans l'agriculture, c'est d'un point de vue économique. Parce que les dégâts qui sont causés dans l'économie par une agriculture polluante, par exemple, ces dégâts vont coûter de plus en plus cher à la société. Et ils vont devenir ingérables. Vous comprenez ? Donc c'est à partir d'un raisonnement économique que j'arrive à la conclusion qu'il faut plus de monde pour travailler dans l'agriculture. Pas forcément, je ne les appellerai pas main-d'œuvre, hein, mais des collaborateurs. Hein. Et dans le domaine de l'économie marchande, c'est aussi d'un point de vue économique dans l'économie non marchande, pour que l'économie marchande fonctionne mieux sans non plus ce stress dans lequel nous vivons, il est nécessaire qu'il y ait une rééquilibration vers l'économie marchande. C'est ce que j'ai voulu exprimer tout à l'heure. C'est donc pour moi un besoin de l'économie. Et est-ce qu'il doit y avoir désindustrialisation ou croissance raisonnable, maîtrisée? Pour moi, ce n'est pas la même chose. Je ne vois pas d'obstacle à l'industrialisation, dans la mesure où ça correspond à quelque chose pour l'économie humaine. À partir du moment où c'est plus ou moins localisé et que le social s'assume, ça ne devient pas une macroéconomie qui n'aborde que le sens de croissance. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais ce qui est derrière cette forme de mondialisation dont vous parlez, c'est justement la spéculation. C'est justement cet argent qui s'est émancipé de l'économie réelle pour aller s'auto-multiplier. Hein? Donc c'est ça auquel il faut s'attaquer. Et ensuite, une autre question qui vient, que je n'ai pas du tout abordée aujourd'hui, mais qui se trouve à la fin de mon livre, c'est comment détermine-t-on les taux de change entre les monnaies? Et là viendrait la nécessité de considérer une nouvelle organisation du système monétaire international qui intègre les facteurs de déséquilibre que vous avez mentionnés, comme par exemple la surexploitation sociale du personnel d'une entreprise. Hein. Il faudrait et c'est ça que j'ai imaginé, c'est des mécanismes pour que ça se reflète dans le taux de change des monnaies. Hein. Et que ce ne soit pas rajouté comme une écotaxe ou une sociotaxe. Parce que ça, c'est rajouter quelque chose de l'extérieur. Hein, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Que ce soit intégré et que le taux de change des monnaies soit déterminé par rapport au travail qui est fait pour une économie durable, une agriculture durable, un social durable, etc. Hein? Je peux dire que ça a été le cœur de mes recherches depuis que j'ai fait mes études d'économie et que c'est pour moi
l'essentiel. Et il a fallu que j'aille voir dans des détails du fonctionnement du système monétaire international pour percer ça à jour, le mettre au clair.